Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, on va parler construction d'un livre. Construction d'un livre avec une histoire et un terroir. Et donc, on va en parler avec deux auteurs qui ont beaucoup de différences en termes de production, mais des points communs. Donc, on va en parler. Donc, Pascal Hilaire, qui sourit. Et Françoise Bourdon, que certains connaissent. Bonjour. Alors, juste brièvement, je vais vous les présenter. Pascal Hilaire habite en Ardèche. Elle se présentera un petit peu. Donc, Françoise Bourdon, quand je parlais de différence, Françoise, pardon. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, Françoise, combien? Alors, selon les sources, entre 34 et 40 romans. Non, 29. Alors, il va falloir... Non, mais il y a des endroits où il y a marqué 40. Ils doivent compter les poches. Non, je pense qu'ils ont compté parce qu'il y a quelques éditions collector qui reprennent. D'accord, donc, oui. À mon avis, c'est cela, mais j'ai bien compté en venant, c'est 29. Donc, 29 romans. Et Pascal, c'est son premier. Il en faut un pour commencer. Donc, je vais juste laisser la parole à Pascal qui va se présenter brièvement, c'est plus simple plutôt que de dire des bêtises. Et l'appeler Françoise. Alors bonjour, donc Pascal Hilaire, j'habite à Alba-la-Romaine et donc c'est effectivement mon premier roman qui se passe dans un moulinage de soie en Ardèche. Le 1er juillet 1938, mon héroïne Juliette rentre dans un moulinage de soie. Et le roman va jusqu'à la déclaration de guerre, donc 3 septembre 1939, et en fait il va se terminer le 23 septembre lors d'une grande fête au moulinage. Quelques mots sur toi. Et donc... Si tu as envie. Je suis très heureuse d'être ici. Bon, j'ai un peu le trac évidemment pour un premier roman, et je vous remercie d'être là aussi pour m'écouter. Vous n'en saurez pas plus. Peut-être tout à l'heure, en direct, en individuel. Françoise, quelques mots sur toi? Oui, alors rebonjour à toutes et tous. Je suis bien sûr ravie d'être parmi vous. Donc Françoise Bourdon, venant des lointaines Ardennes, tout en haut là-bas dans le nord-est, provençale d'adoption depuis plus de 20 ans. J'habite Nyons avec bonheur. Je suis passionnée par la lecture, l'écriture, la musique, les impressionnistes. Et puis, je suis grand-mère de 2 petits garçons. J'en suis très fière parce que c'est au même titre que mes 29 romans. C'est aussi une production, entre guillemets. Et donc, on va parler... au sujet de cette rencontre, du secret de Belle Épine, qui se passe lui aussi une toute petite partie dans un moulinage ardéchois, mais c'est une période différente de celle de Pascal, puisque c'est au XIXe siècle. Et pour moi, c'est un peu un aspect mineur dans ce roman, dans la mesure où j'ai traité aussi de beaucoup d'autres sujets, comme les bagnes pour enfants, les châtaigneraies, la confiserie des marrons glacés ou les chauffeurs de la Drôme. Bon, mais c'est le point de départ également dans ce moulinage ardéchois qu'on appelait aussi des usines dortoirs ou des usines couvents. Tant la discipline y était sévère à l'époque pour les jeunes ouvrières. Et je cède la parole à Dominique. Justement, tu as bien introduit le sujet, mais il y a une chose qui est importante, et c'était aussi le thème de la rencontre, au-delà des romans dont on va parler bien sûr, c'est comment, autant l'une que l'autre, vous travaillez le fond. Parce que pour écrire un roman qui se passe aujourd'hui, on a nos propres impressions, nos propres expériences, des informations assez faciles à attraper. Par contre, lorsqu'on remonte avant-guerre de 39-45, voire au siècle d'avant-l'avant, donc 19e, un siècle que tu parcours depuis un certain temps dans tes romans, quelles sont respectivement
vos méthodes de travail, de recherche pour justement enrichir et donner vie et relief à ces moments d'histoire particuliers que sont chacun de vos romans. Donc Pascal, ta méthode Alors de en travail. fait, comment on fait? C'est vrai que la soie, je débutais également dans ce domaine, je ne connaissais pas trop. Donc on retourne à l'école. Voilà, ça c'est un gros morceau de l'étudiant, de l'écrivain, et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc je me suis inscrite aux archives départementales. Donc là, par exemple, j'ai eu accès à la presse numérisée, ce qui était très important pour avoir la chronologie de la guerre qui se rapprochait. On a aussi des revues, donc dans les médiathèques, je me suis inscrite à 2 médiathèques, donc des revues comme Mémoire Ardèche et Temps Présent, qui est une revue qui est très bien faite sur un sujet particulier, par exemple la résistance en Ardèche, voilà, c'est sur l'Ardèche. J'ai écouté des documentaires, j'ai lu des livres également. Alors là, par contre, je me suis interdite de lire des romans parce que je ne voulais pas me faire influencer. Puisque moi c'est une histoire romancée. Par contre, j'ai quand même remarqué qu'il y avait vraiment peu de romans à cette époque-là. C'est pour ça que j'ai voulu mettre mon histoire dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est vrai qu'il y a pas mal de romans dans les années justement 19e siècle, fin 19e ou début 20e. Donc voilà. Et voilà, donc ensuite... Alors, il y a quand même un fait important, c'est qu'il me semble que dans ta famille, il y a une histoire de moulinage. Voilà, alors le point de départ, c'est le moulinage de ma belle famille. J'habite donc dans un moulinage qui a été restauré par mon mari, et j'habite dans la partie atelier. Et dans la partie où habite ma belle-sœur, il y a la cuisine des filles. Donc là, la cuisine des filles, ça m'a interpellée. Je me suis dit, pourquoi on parle de cuisine des filles et les garçons, quid des garçons? En fait, dans mon moulinage, et c'était le cas, j'ai 40 filles pour 4 garçons. J'ai donc un veilleur de nuit, un mécanicien, le contremaître et le directeur. Et le reste, c'est 40 filles qui étaient internes, qui vivaient là donc la semaine. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus, puisque j'habitais dans ce moulinage. J'ai voulu partir à la découverte de ce patrimoine oublié, en fait. Voilà. Françoise? Eh bien, moi, je vais dire un peu la même chose que Pascal, en faisant juste déjà une petite précision, parce que souvent, on me demande comment je fais pour éviter les anachronismes. Et là, je viens d'écrire... Mon dernier ouvrage qui est sorti il y a une semaine se déroule à l'époque contemporaine, dans les années 1960 et même parfois 2000. Et à la limite, ça me pose plus de problèmes, parce que j'ai plus tendance à vouloir parler de téléphone portable, etc. Alors que quand je suis immergée fin 19e, bon, j'ai pas ces problèmes-là. C'est vrai. Je me suis souvent dit en écrivant mon dernier ouvrage, je dis flûte, ça y est, je vais encore. Je suis plus dans la rapidité de l'information, etc. Chose que je m'interdis totalement de faire pour un roman qui se déroule fin 19e, début 20e, ou a fortiori début 19e. Alors sinon, je pense qu'on a toutes les mêmes recherches, les archives, oui. Les revues spécialisées, il y en a beaucoup. Bon, moi je fréquente également les bouquinistes. J'aime bien farfouiller, j'aime bien trouver, mais j'aime aussi aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que je visite, il faut que, par exemple, pour décrire Aubenas, etc., j'y vais avec mon grand cahier, mon stylo, je note la couleur des pierres, je note si telle rue est déclive, enfin, tous des petits détails pour donner du corps à mon histoire. Sinon, au niveau des dates ou de choses comme ça, bon, je sais dès le début où je vais. Donc j'ai dans ma tête un plan d'ensemble, ce qui ne m'empêche pas de dévier, le cas échéant, si j'ai une idée ou si un personnage s'impose à moi. Mais sinon, moi,
ma base, c'est vraiment un grand cahier sur lequel je note, même aussi bien suivant les dates, la couleur du ciel, les vents, enfin, pour essayer de donner le plus de précision possible sur ces points-là. Vous voulez rajouter des choses, Pascal ? C'est sur le terrain, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc moi, effectivement, aussi, j'ai visité des moulinages, puisque maintenant on en trouve qui sont devenus des musées. Donc on nous explique réellement ce qu'était le travail au moulinage, etc. Donc effectivement, là c'est pareil, c'est axé 19e, fin 19e. Voilà. Et j'ai également écouté, j'ai eu le témoignage d'ouvrières. Donc c'était pas tout à fait la même période, mais elles m'ont aussi raconté ce qu'on leur avait raconté. Et j'ai entre autres le témoignage de ma belle-mère qui a travaillé donc dans ce moulinage, parce que ce moulinage de ma belle famille a fonctionné jusque dans les années 70 à peu près. Donc en plus elle a épousé le patron, et quand elle a lu le livre, elle me dit c'est mon histoire, je l'ai dans les yeux. Et puis j'ai eu aussi le point de vue de la fille des patrons. Et c'était intéressant justement de comparer avec les ouvrières. Voilà. Par exemple, ma belle-mère m'a fourni enfin l'idée du guichet invisible par lequel le contremaître surveillait les ouvrières. Voilà, c'était un secret de polichinelle. Les ouvrières donc savaient qu'elles étaient surveillées, mais n'empêche, mon ouvrière, une après-midi, elle s'est sentie surveillée toute l'après-midi. Je veux dire, c'est désagréable comme impression. Voilà. Et puis, j'ai pas fini. J'ai aussi le témoignage de ma famille qui habitait donc dans la campagne. Donc tout ce qui est justement vie à cette époque-là, ça vient de ma famille. Voilà. Avec l'eau qui était dans le jardin, et le WC également il fallait traverser la cour et avoir le WC à l'extérieur. Voilà. C'est important les témoignages parce que ça nous ancre dans l'idée de transmission. Parce que, par exemple, j'aime bien écrire des romans dits régionaux, bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet étiquetage, dans la mesure où on sert de courroie de transmission, on est des passeurs entre les générations, et c'est important, des passeurs de mémoire pour ne pas oublier. Et j'ai souffert là, pendant les confinements de ne pas pouvoir rencontrer à ma guise des personnes, notamment dans des maisons de retraite, parce que c'était totalement interdit. Alors, je voulais juste revenir sur quelques lignes, parce qu'on parle d'atmosphère et de réalisme, de lieux, et juste les quelques premières lignes du début du roman de Pascal. Et donc ce roman commence: le vacarme agressa Juliette dès son entrée dans l'atelier. Son pas hésitait. Comment faisaient tous ces gens pour rester impassibles? C'était inhumain. Ressortir, vite, son corps appelait à l'aide. Elle chercha le regard de sa mère qui l'avait accompagnée aujourd'hui. Elle n'était plus là. Et si son père avait raison lorsqu'il l'imaginait trop jeune pour l'usine? Lui, il comprendrait si elle renonçait à ce travail. Mais sa mère répétait que le temps allait parler, que leur fille pouvait s'arrêter si elle ne tenait pas le coup. Juliette avait 16 ans. Ce vendredi 1er juillet 1938, jour de son anniversaire, elle rentrait comme ouvrière de soie à la fabrique basse de Saint-Michel d'Ardèche. Et le roman commence, on arrive dans cet atelier qui est hyper bruyant, et il y a cette gamine qui vient de la campagne, qui n'a connu que la ferme. Alors c'est plus la ferme d'aujourd'hui, on est d'accord, mais en Ardèche, on va éventuellement à l'époque à vélo ou avec des déplacements beaucoup plus lents. S'il y a un téléphone, il est à la ville, il n'est certainement pas à la ferme. Et cette gamine de 16 ans, elle va rentrer directement dans ces usines à filles. Alors je ne sais plus comment vous l'avez appelé chacune, mais c'était l'usine dortoir. Usine dortoir. Oui, ça c'était fin 19e. Moi c'est moulinage. Et c'est une tradition. Je me rappelle avoir visité une fabrique royale, c'était dans l'Hérault, où justement là on faisait des draperies pour le roi Louis XIV. Et déjà à l'époque, les jeunes filles des fermes, donc on est loin avant, déjà ça existait, donc où les filles de la ferme qui n'avaient pas de travail et la ferme ne nourrissait pas assez, eh ben, il y avait les logements, il y avait l'usine, elles y restaient et rentraient chez elles déjà une fois par semaine quand ça allait bien, voire pire. C'était une main-d'œuvre bon marché. Souvent il y avait aussi des filles de l'assistance, comme on disait.
Et de surcroît, on partait du principe à l'époque qu'il fallait les protéger. Alors les protéger, bien sûr, des relations sexuelles hors mariage, etc. Mais ce désir de les protéger s'accompagnait d'un paternalisme extrême, et elles étaient littéralement sous cloche, sous le boisseau. On n'avait pratiquement pas d'autonomie. Tout à fait. Il n'y avait pas de loisirs à l'époque. Non. Voilà. La messe, ouais, le dimanche. Quel loisir. Et se partager entre le Moyen-Âge et puis la religion. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et le retour à la ferme de temps en temps, et le contraste dont on parlera justement tout à l'heure. Alors, justement, dans ces recherches où on va être basé sur un savoir global de tradition, de façon d'être, de lieu, d'ambiance, d'atmosphère, mais à propos des personnages, est-ce que dans un roman ou l'autre, est-ce qu'il y a des, comme on dit, personnages ayant existé ou non, ou est-ce que ce sont des personnages totalement inventés? Moi, c'est totalement inventé. D'accord. Moi aussi, j'ai l'expérience de ma belle-mère et des ouvrières que j'ai interrogées, mais je veux dire, c'est inventé. Voilà. D'accord, donc là, on passe de la réalité de fond pour un roman, une fiction réelle, mais avec cet environnement sur lequel on s'appuie. Et c'est important, c'est vrai, parce que des fois, je sais que certains éditeurs se contentent de lire un manuscrit, de ne pas aller plus loin, ils ne vont pas vérifier. Or, peut-être que ça va être un lecteur sur 1000, ou peut-être un lecteur sur 10 000, qui lui va savoir que là, non, c'était pas comme ça. Il est important, ne serait-ce que pour ce lecteur, que ça repose sur du réel. Et bon, c'est vrai que c'est facile de dire qu'il n'y a pas de portable fin 19e, mais sans parler de tels extrêmes, c'est vrai qu'il est important que des façons de faire, des façons d'agir, des comportements, des relations, des déplacements, enfin tout ça tiennent sur la réalité des fois. Oui, mais il y a aussi le fait, c'est typiquement relation entre histoire et fiction, c'est que pour moi, bon, je suis passionnée par l'histoire, c'est un cadre, c'est un décor, c'est mon support, mais c'est là justement le propre, la différence avec l'historien pur et dur, c'est qu'on invente des personnages qu'on place dans ce cadre. Cadre réel, oui, tout à fait. Oui, moi c'est pareil, l'histoire est en toile de fond. Alors c'est vrai que c'est important, c'est une période riche, l'entre-deux-guerres bien sûr. Par contre, je voulais quand même rebondir sur ce qu'on a dit précédemment. Moi, mon ouvrière, elle a fait le choix d'aller travailler en usine parce qu'elle voulait s'émanciper. À la campagne, à l'époque, elle était promise, on va peut-être pas tout dire, mais je veux dire, elle était promise à un voisin, Gérald, qu'elle surnomme Gérald Le Bourru, et elle veut s'émanciper de la tutelle familiale, parentale. Et quand elle arrive donc au moulinage, c'est également le paternalisme, un petit peu comme fin 19e, mais ce n'est pas quand même comme le carcan familial. Voilà. Elle appelle ça le carcan familial. Donc elle voulait s'émanciper, elle voulait avoir des amis aussi, voilà, parce qu'elle voyait ses filles qui passaient en bande, les soyeuses qui riaient, elles passent dans le village, elles sont toutes ensemble et elles, ça me faisait envie. Voilà. Au départ, c'était ça. Donc, je veux dire, c'est un désir de sa part de travailler au moulinage. La différence avec ma colombe, aussi Lazarine ou Marie, c'est que cela leur est imposé. Elles n'ont pas le choix. Surtout qu'il faut voir que la particularité de l'agriculture des fermes en Ardèche, ce sont des petites fermes qui sont très difficiles à cultiver parce que le terrain est abrupt. Et donc, Colombe, c'est l'aînée, elle doit aider, elle doit rapporter un peu d'argent. Et ça lui est imposé. Et c'était d'ailleurs très, à la limite, très déprimant, à mesure où ces filles, on les mettait en apprentissage, mais c'était très rapide, et en plus elles avaient une vision très parcellaire de leur travail. Elles n'avaient pas le sentiment de produire un bien fini. Et cela n'aidait pas à ce qu'elles se passionnent pour leur travail. Alors moi j'ai une question qui me taraude un petit peu parce que de la soie on en a encore aujourd'hui. Le moulinage c'est la période intermédiaire, c'est la phase intermédiaire entre le cocon et le fil, c'est bien ça? C'est la deuxième étape de la soie. Il y a donc la magnanerie où on éduque les
faire à soi, ça s'appelle éducation. Ensuite, il y a la filature. À la fin de la sortie de la filature, on a ça, et on va le travailler au moulinage. Je peux vous donner une définition du moulinage, si vous voulez. Allez. Elle est dans mon livre. Torsion. Alors, Florence Attaka, c'est tout ce qu'est le moulinage. C'est le nom de l'usine. Pas seulement, c'est aussi l'opération de torsion du fil de soie qui se fait à cette machine, donc le moulin. Donc le moulin a 2 niveaux de travail et 7 mètres de longueur. C'est une machine très impressionnante et c'est elle qui fait du bruit en fait. Le vacarme qu'on a dans le moulinage, ça vient des moulins. Alors la soie grèche, à la sortie de la filature, permet le tissage d'un vêtement de teinte naturelle. Si on veut le colorer, on doit éliminer la séricine. C'est une sorte de colle naturelle qui enveloppe le fil de soie pour garantir la tenue du cocon. Mais ce que l'on nomme à ce moment-là le décreusage compromet la structure du fil. Donc le travail au moulinage consiste à soumettre le fil de soie à une succession de torsions sur lui-même. Et Madame Béalière, donc c'est la contre-maîtresse, dit que le moulinier crée le fil en réglant ses machines comme un virtuose. Et à la sortie du moulinage, le fil sera aussi résistant qu'un fil d'acier de même calibre. Voilà. Alors qu'au départ, c'est un fil qui est plus fin qu'un cheveu. Et à l'origine, il y avait le travail des hommes qui était reconnu, qui était beaucoup plus savant, entre guillemets. Et puis le travail des ouvrières, qui lui n'était pas vraiment considéré. Voilà, c'était un travail minutieux, on avait besoin de petites mains. Oui. On retrouve toujours quand même la dichotomie entre hommes et femmes. Les hommes savent, ce sont les sachants. Et les femmes, elles exécutent. C'était vraiment comme ça au 19e, moins dans le livre de Pascal. Et puis elles sont peu revendicatives aussi. De rien, voilà. Alors j'ai une grève dans mon livre, mais je veux dire c'est accessoire, c'est une petite grève de moulinage, voilà, c'est pas une grève suivie. Et juste pour continuer le cycle, après ça part à Lyon entre autres pour faire le tissage. Le tissage se faisait à Lyon. Ça faisait à Lyon, donc on partait des campagnes avec les magnanerais, on allait dans les moulinages au bord des rivières, et après hop, on filait à Lyon. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, le travail de tissage à Lyon était beaucoup mieux considéré que le travail en Ardèche du moulinage. Je ne sais pas, parce que les canuts, la situation des canuts qui étaient propriétaires de leur métier à tisser, c'est... non, par contre, c'était fin 19e. Voilà, c'était même milieu du 19e. 1830. Ah oui. 1830, oui. Et après, il y a eu quand même des révoltes. Mais il partait du principe que c'était plus noble. Oui, parce que c'était le produit fini, c'était le luxe, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Et... oui, voilà, aussi. Oui. Oui, puis c'est aussi un travail visible, alors que les moulinages, en plus, c'est reculé, c'est en campagne, et puis personne, c'est un petit peu comme un livre, les gens voient le livre fini, ils ne connaissent pas le temps d'écriture, le temps de travail, la finition, etc., etc. Bon, pour eux, c'est un produit fini, on voit ça, on ne voit pas tout le travail qui est derrière, et c'est vrai que le moulinage fait partie de ce travail invisible. Alors, oui, Denis. Ah oui, s'il y a des questions, il faut préciser. Denis, oui. Vas-y, Denis. Vous parlez de moulinage, mais les moulins fonctionnaient comment à l'eau? Alors, oui, c'est là où l'eau était gratuite, donc on utilisait l'eau. Donc de temps en temps, quand il n'y avait pas assez d'eau, il y avait un moteur diesel, mais je veux dire, c'était l'eau gratuite. Oui, c'était installé près d'une rivière et il y avait avec les aléas de pêche. La baisse des cours en été, le gel en hiver et les crues en automne et au printemps. Voilà. Donc, l'épisode Sénol. Oui, les épisodes Sénol, comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et il y avait plus d'eau que maintenant, parce que la rivière qui est à côté du moulinage ma belle famille, ça risquerait plus, ça pourrait plus faire tourner un moulinage. Et il faut préciser aussi qu'au niveau des conditions de travail, enfin moi là je place fin 19e, c'est qu'il fallait une atmosphère extrêmement humide pour éviter que le fil ne casse. Et donc, automatiquement, en plus, beaucoup de moulinages étaient semi-enterrés. Et donc, vous aviez beaucoup, un lourd tribut au niveau tuberculose, phtisie, ou même crise d'asthme. Et c'était tout sauf sain. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'inspection du travail. Je précise. Moi, à mon époque, c'est pareil. Il
y a l'humidité également, parce que si le fil casse, il y a des nœuds et du coup c'est un fil de mauvaise qualité. La chaleur, le bruit, c'est avec les conditions de travail se sont peut-être améliorées, parce que déjà c'est la semaine de 40 heures après le Front populaire. Mais voilà, il y a quand même des conditions difficiles. Alors, juste, est-ce que vous savez où on est le moulinage aujourd'hui? Parce que quand j'entends l'humidité, le côté aléatoire des cours d'eau, le temps et le bruit, aujourd'hui, on mouline toujours en France? Aujourd'hui, c'est des musées. Non, mais il y a des musées. Justement, il n'y a plus de moulinage en France? Non, parce que c'est trop cher. Alors, c'est quoi? C'est en Inde? C'est délocalisé. C'est Ouïghour, c'est en Inde? C'est mondialisé, dans des pays, parce que finalement, on n'a rien inventé sous le soleil, et c'est ça qui est particulièrement choquant, dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché et se laisse faire aussi. Formidable, oui. Formidable, merci. Oui. L'origine, c'est la légende de la princesse chinoise. Donc déjà, c'était en Chine. C'est elle qui a découvert le secret de fabrication de la soie. Elle prenait le thé sous un mûrier quand une boule est tombée dans son thé. Et quand elle a voulu le ramasser, elle s'est retrouvée avec un fil dans les doigts. Et donc, elle a découvert le secret, c'est-à-dire que quand on chauffe le cocon, ça dévide le fil. Voilà. Ça élimine la colle naturelle dont je parle. C'est un peu comme les toiles des araignées. Oui, mais même c'est peut-être plus parce que le cocon, quand on le voit, c'est dur, ça fait une coque dure. Et en fait, il bave ce cocon. En fait, c'est un ver, mais c'est une chenille, plus précisément, qui va après devenir papillon. Et avant de devenir papillon, il va baver avec ses glandes, ses récicoles, un fil. Et du coup, ça va couler le cocon, cette colle naturelle. Voilà. Sinon, ça ne tiendrait pas. Il ne faut pas oublier aussi que c'était tout un cycle, notamment en Ardèche, parce qu'à la base, on avait l'éducation, des vers à soie, ensuite qui allait fournir justement en matière première les filatures puis les moulinages. Ensuite, vous aviez le transport, alors vous aviez à l'époque les voituriers qui conduisaient jusqu'aux gares, et puis ensuite, c'était livré par exemple jusqu'à Lyon. Et pour avoir des belles éducations de vers à soie, il fallait planter beaucoup de mûriers. Hein, parce que, oui, l'éducation, l'arbre d'or, le mûrier, suivant les différents âges de l'éducation des vers à soie, il y avait une consommation effrénée de feuilles de mûrier. Alors, c'est vrai que les deux romans abordent le moulinage, celui de Françoise aborde d'autres sujets qu'on va évoquer tout à l'heure, mais par contre, s'il y a des points communs, en tout cas, c'est la condition de la femme que vous abordez toutes les deux. Et quand on voit qu'il y a environ un demi-siècle d'écart entre les deux romans, on va dire globalement, on voit qu'il y a des points similaires et qu'il y a une forme de stagnation. Alors c'est vrai que ces pays dits reculés comme l'Ardèche ou l'Ariège, où j'ai lu certains romans de terroir assez épais, on va dire, en termes de situation sociale, ça n'a pas beaucoup bougé. Vous abordez toutes les deux la condition, alors pas seulement de la femme, mais de la famille, de ce poids, la domination de l'homme, dont on abordera aussi la domination du fils du patron, parce qu'il y a des points communs. Mais vous abordez tout ça, et je vois qu'en un demi-siècle, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc déjà, fin 19e, la femme... La femme, de toute façon, elle n'avait pas 36 solutions. C'était soit le travail à la ferme, déjà un travail, excusez-moi, mais de bête de somme, parce qu'il n'y avait aucun répit, beaucoup de grossesse, aussi beaucoup de mortalité infantile. Et puis, sinon, ouvrière. C'était là également très dur dans la mesure où il n'existait pas d'autonomie, pas de libre arbitre. Et justement, j'ai bien aimé quand Pascal a dit tout à l'heure que Juliette voulait aller travailler dans un moulinage pour s'affranchir de l'autorité parentale. Et c'est vrai que c'était vécu plus, je pense, au XXe qu'au XIXe, comme une certaine libération. Ce qui aujourd'hui paraît aberrant,
c'est quand on connaît la situation de la jeune fille ouvrière avec certains détails qu'on va aborder tout à l'heure, de considérer qu'aujourd'hui c'est une émancipation. Heureusement on a fait un peu d'efforts au niveau sociétal. Quelques-uns, il y a eu quelques avancements, on peut le reconnaître, mais c'est vrai que c'est la parole, c'est vrai qu'il y a, ça paraît bizarre de dire on s'affranchit, on s'émancipe en allant travailler dans les usines telles que celles-là qui sont des internats complets, quoi. Alors il y a quand même une différence entre fin 19e et la période donc, de l'entre-deux-guerres, comme je disais, après les avancées sociales de 1936. Donc là en fait il y a comme valeur dans mon roman la liberté. Donc justement mon ouvrière voulait donc s'émanciper, mais des parents, la tutelle parentale, voilà, parce que sa mère, c'est plutôt sa mère en fait, son père est plus en retrait. Elles vont faire grève. Et c'est les filles qui ont décidé de faire grève, il n'y a pas un syndicat derrière, c'est pas les hommes qui ont lancé ça. Elles ont des loisirs qu'elles n'avaient pas au 19e, puisque ces usines pensionnats, il n'y avait aucun loisir. Elles vont au cinéma, cinéma dans le Moyen-Âge. Elles font le faubourg entre filles, elles ont une certaine liberté qu'elles n'ont pas à la maison quand même, parce qu'en fait, le patron, c'est pas non plus... elles ne sont pas surveillées 24 heures sur 24. À 9h, la porte du dortoir était fermée, 21h, mais avant, elles avaient une certaine liberté entre 18h et 21h. Donc elles pouvaient sortir, aller danser dans une salle d'un café à un quart d'heure. Donc il y a quand même une différence. Et en fait, c'est pour ça que j'ai passé mon histoire là, parce que c'est moins triste. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas des semaines, des journées de 12 heures de travail, bon, il y a le travail difficile, mais c'est quand même, il y a un peu d'espoir, il y a quand même de la positivité dans mon... Voilà, il y a de l'espoir dans mon livre. Alors moi, les miennes, c'est pas du tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, la seule distraction, c'était d'aller à l'église le dimanche matin. Excuse-moi de te couper, c'était pas autant. Ça dépendait. Ça dépendait des villages. Mais de toute manière, elles étaient, par exemple, il y a des monastères couvents. Bon, dans ma Drôme d'adoption, notamment du côté de Taulignan, il y a aussi le monastère de la Clarté. Monastère, hein, c'était des moulinages, mais on a retrouvé dans les greniers, parce que les dortoirs étaient situés le plus souvent sous les combles, des tags, des graffitis, on dirait maintenant des tags, donc, et ces jeunes filles disent vivement que je sorte d'ici, vivement que je m'enfuis. Il y en avait qui essayaient de faire le mur, qui était ramené manu militari, comme il y avait aussi souvent des filles de l'assistance, elles étaient sous la tutelle complète du chef d'entreprise. Et ça, c'était particulièrement lourd à porter, et surtout qu'à l'époque, on partait du principe que la fille qui était née, bon, les filles de l'assistance abandonnées, nées hors mariage, etc., était porteuse de toutes les tares, de tous les vices. Donc il fallait vraiment tuer dans l'œuf toute velléité d'indépendance, et c'était particulièrement pesant. Il voulait les éduquer, quoi. Ah oui, les éduquer, c'était même pas éduquer, c'était dresser. Et il y avait le côté aléatoire de la nature du patron. Ça oui. Et moi, du coup... Alors, on va passer au fil du patron. Ce que je voulais dire, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que mes ouvrières, c'était une période provisoire. Elles savaient qu'elles restaient, mettons, 2-3 ans jusqu'à ce qu'elles se marient, mais elles n'y restaient pas toute leur vie. Donc du coup, voilà, c'était beaucoup de jeunes, justement, elles étaient entre elles, donc ça avait un côté différent, c'était pas carcan comme fin 19e, ces usines pensionnats. C'est amusant parce que ce sont nos filles, hein. Mes ouvrières, mes filles, comme mes quoi personnages. On y tient à nos personnages. Tout à fait. Alors, il y a bon, c'est un épisode qui n'est pas drôle, mais il y a ce point commun du fils du patron, qu'on retrouve aussi dans d'autres situations, mais là, fils du patron, il n'est pas cool, comme on dit. Hein. Ah non, il est même horrible. C'est un sale type. Oui, c'est un sale type, mais un demi-siècle plus tard, c'est le même sale type. Hein. Moi, c'est pareil, donc il fait le sultan, le fils du patron, il avance dans l'atelier en faisant son marché, il regarde les filles, il les fait rougir déjà, enfin bon,
Et il choisit, voilà, donc il a éventuellement voilà, des relations, etc. Mais je veux dire, c'est... Voilà. Par contre, il évolue. Mon personnage, il ne sera pas tout noir. Voilà. Voilà, le mien, pour moi, il est fichu. Il est voué à l'enfer. Mais je voulais juste dire que c'était quand même une constante au XIXe siècle. Relisez Zola, relisez Poubouille, notamment. Les pauvres jeunes domestiques sont un vivier, entre guillemets, un vivier sexuel, on peut dire. Oui, un vivier sexuel, un vivier de consommation de chair fraîche pour les fils de la bourgeoisie ou de la noblesse. Et moi, ce qui m'a toujours particulièrement choquée, c'est que de toute manière, c'est la pauvre fille qui porte toute la responsabilité et qui très souvent aussi malheureusement porte l'enfant et est donc chassée, jetée à la rue, et puis après ben, c'est le cercle vicieux, le cycle infernal qui n'a pas pensé aux misérables, la prostitution, etc. Et là, mon affreux, ben, il séduit les jeunes ouvrières naïves et crédules, et après, il n'en a plus rien à faire. Bon, il les consomme. Il consomme, oui, c'est ça. Oui. Il consomme et après il jette. Il jette. Et en fait, des fois, ça jette jusqu'au suicide oui. Ou à d'autres situations particulièrement épouvantables. Tout à fait. Et c'est vrai que alors, tu décris les hommes, Françoise. Bon. Non, mais ça t'a pris un roman qui est assez noir. Alors, heureusement, je connais Jean-Marie, ton mari, quelqu'un d'adorable, vraiment très gentil. Je confirme. Coucou Jean-Marie, c'est formidable. Alors, on ne peut pas dire que Jean-Marie, son mari, il est inspiré pour le personnage. Pas du tout, voilà. Je le défends. Mais je pars d'une certaine réalité, parce qu'il faut quand même dire, bon, il y a quand même des personnages sympas, notamment le frère, Antonin, est sympa, le médecin, etc. Oui. Mais il y avait des hommes qui étaient affreux. Alors, puisqu'on est dans les histoires temporelles, je peux vous dire que dans les années 70, en Cévennes, j'avais une amie qui était bergère, mais qui n'était pas du pays, qui cherchait des terres. Et il y avait beaucoup de paysans qui lui auraient bien loué ces terres. Mais il fallait louer le propriétaire avec. Donc, voilà, dans le bail, il y avait le type, on ne savait pas, il avait entre 30 et 60 ans. Le béret, le mégot, le bleu délavé, appuyé à la porte de la ferme qui n'avait pas changé depuis 2 siècles, bah, il faisait partie des décors et il faisait partie du bail. C'était l'amour étant prêt dans une autre version. Ouais, le désamour est dans la ferme. Oui, voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais savoir s'il y avait une dynamique d'affranchissement chez ces femmes. S'il y avait quelques-unes qui voulaient s'affranchir en dehors du mariage, mais il y avait l'âge majeur. L'âge majeur, de toute façon, c'était 21 ans. Souvent, pour se marier, c'était 25 ans. Il fallait l'autorisation des parents. Mais moi, j'ai souvent eu des personnages féminins qui sont indépendants, qui sont rebelles, mais à condition qu'elles aient un métier libre. Et est-ce qu'il y avait une promotion dans les moulinages qui restait tout le temps on peut dire qu'il y avait une promotion pour celles les plus âgées, les plus expérimentées. Il pouvait y avoir une ouvrière qui devienne contremaîtresse. Contremaîtresse. Voilà. Mais alors, il n'y en avait qu'une. Mais par contre, il arrivait qu'effectivement, qu'il y ait de très bonnes ouvrières oui, qui sortaient du lot. Voilà, qui sortaient du lot. Voilà. Mais sinon, il n'y avait pas d'avenir. Pas de promotion. C'est pour ça que moi, je le vivais comme une période d'attente. Oui. Voilà. C'était le cas. Il n'y avait même pas, alors je vais être très cynique, il n'y avait même pas de promotion canapé, entre guillemets, dans la mesure, vous y pensiez, dans la mesure où celle sur qui le fils du patron avait jeté son dévolu, très souvent ça finissait mal. Parce que soit qu'elle s'en allait, moi j'en ai une dans mon roman qui se suicide carrément parce qu'elle ne supporte pas d'être enceinte, elle se dit qu'elle tuera son père si
supporte pas l'idée de l'avouer à son père. J'en ai une autre, ma Colombe, qui va être contrainte d'abandonner son bébé parce que c'est la seule solution. Il n'y en avait pas d'autre. Moi aussi, donc j'en ai une qui se trouve enceinte de par le fils du patron. La Joël. Si on est dans le copier-coller, enfin excusez-moi, hein, je sais que c'est pas le cas, mais non, c'est pas le cas. Et ayant lu bien sûr, je dis mais j'ai déjà lu cette histoire. Non justement, c'est pour ça que j'ai pas lu de roman. Moi non plus. Et du coup, elle ne veut pas le garder, Joël, parce que sa mère était une fille mère à l'époque et du coup elles ont vécu toute leur vie toutes les deux parce que quand on est fille mère on est abandonné par la famille, par la société, on est rejeté. Donc voilà, elle avait connu ça donc du coup elle voulait pas garder l'enfant, faire un bâtard, elle risquait pas, donc elle avec une aiguille à tricoter et passée, voilà. Donc après elle veut se venger, donc il y a toute une histoire. Non mais c'est vrai que c'était les faiseuses d'ange, oui Denise. Non, une réflexion qui me vient. Tout à l'heure vous avez dit toutes les deux que cette période dans les Moulinages, c'était souvent 2-3 ans en attendant de se marier. Mais quand vous parlez de contre-maîtresses, ce sont des femmes qui étaient plus âgées qui passaient leur vie. Alors, elles ne se mariaient pas. C'était un peu comme les institutrices. Souvent, c'était des femmes qui étaient restées célibataires, des vieilles filles, des vieilles demoiselles. Pas la mienne, moi la mienne, c'est de... Il y a une différence, voilà. Moi, c'est un couple de contremaîtres, contremaître et contremaîtresse. Et si ma contremaîtresse est assez sympathique, même si elle est ferme, elle est droite, enfin une ouvrière qui travaille bien, je veux dire, elle sera juste, voilà, elle est juste. Par contre, lui, c'est une peau de vache. Voilà. Je précise quand même pour nos différences, c'est qu'on est toujours à 50 ou 60 ans de différence. Donc, à mon époque, entre guillemets, il fallait rester, je ne fais pas mon âge, hein, dis-le, il fallait rester célibataire pour avoir une chance de grimper un petit échelon dans la société, parce que sinon on passait de la tutelle du patron. Alors, il y avait déjà la tutelle parentale, après on passait sous la tutelle du patron, puis après c'était la tutelle du mari. Pour oublier les lois napoléoniennes, le code civil, merci Joséphine, hein, que la femme était une éternelle mineure. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire là, Joséphine? Défend ma compatriote. Mais parce que, rappelez-vous que Bonaparte a tant souffert des infidélités de Joséphine qu'il s'est ensuite éternellement défié des dames et qu'il a voulu les mettre vraiment sous cloche. Alors, il y a un point important, on va avancer dans le sujet. Ce qui est intéressant, en tout cas dans ces romans, c'est qu'il y a, en fait, le point de vue, le point de départ n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que, au niveau du roman de Pascal, Une robe de chambre doublée de soie bleue, on part de la ferme vers le moulinage, alors que dans le roman de Françoise, on est déjà, le point de départ, c'est l'entreprise qui a déjà grandi, qui est florissante depuis plusieurs générations, et là, ça va être la descendance des patrons qui va prendre corps, qui va prendre vie, avec 2 fils. Et le déclin. Et le déclin ensuite, bien sûr, et où on a 2 enfants, celui qui va pouvoir s'émanciper justement parce que pour lui le moulinage c'est pas son affaire, il ne veut pas rentrer là-dedans. Il est plutôt, alors il aime les châtaigniers parce qu'il y a une belle châtaigneraie dans la propriété, et aussi alors à sa façon lui aussi, et c'est là où il y a un point commun malgré la différence de départ, c'est que c'est aussi un désir d'émancipation du carcan familial. Là on part du carcan paysan, là on part du carcan familial et l'obligation de suivre la lignée de l'entreprise créée par les aïeux et qu'on doit transmettre et transmettre. Il faut dire aussi qu'il y a une raison familiale dans la mesure où il a un père qui est particulièrement obtus, qui veut qu'on lui succède. Oui, mais ce qui peut-être l'un entraînant l'autre par rapport au caractère. Et qui ne veut pas rester sur la propriété familiale parce que il était très petit, mais sa maman est morte en couche, et donc il veut fuir cet endroit qui, oui. pour lui... D'une certaine façon, le parallèle avec celle qui veut fuir pour d'autres raisons, le carcan, la lourdeur, l'immobilisme. Oui, c'est pas si
si malheureuse que ça chez ses parents, quand même. Non, bien sûr, mais même en presque, on pourrait dire. Alors, il n'était peut-être pas si heureux que ça, le fiston de Belle Épine, mais en même temps, il avait un désir d'autre chose. Tout à fait. Et on voit que dès qu'on a que ce soit fin 19e ou mi-20e, voire aujourd'hui, dès qu'il y a un carcan familial quel qu'il soit, et que peut-être certains pourraient envier, parce qu'on pourrait envier être le fils de Belle Épine, l'entreprise florissante, les terres, la reconnaissance, les ouvriers, le moulinage, les jeunes filles à consommer. Mon Dieu, quel paradis. Lui, ça ne l'intéresse pas quand même. Mais voilà, justement, ça ne l'intéresse pas, et on a cette émancipation. Alors là, juste un peu quitter le moulinage, parce que dans ton roman, il n'y a pas que ça, il y a aussi les marrons, entre autres, les marrons glacés. Les châtaignes. Oui, les marrons glacés, pardon. Oui, il y a les marrons glacés, il y a les châtaignes à la base. Oui, il y a les châtaignes, on est d'accord. Donc, lui, il va créer son entreprise de confiserie, mais qui plus est, pour le père, c'est une honte quand... C'est des choix. Oui, mais par rapport à la noblesse, on va dire, du domaine, devenir une espèce d'artisan, commerçant, alors que le fils, lui, il a un art, il a un amour, il a envie de... Et en plus, il a une compagne qui l'accompagne, justement. Oui, qui le soutient. Il n'a pas du tout la même façon de considérer les femmes que son père ou que son frère cadet. Oui. Ouf, il y en a un. Voilà, qui relève les niveaux. Je te remercie pour ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en plus, en Ardèche, la châtaigne, moi j'ai pensé aussi, j'avais une grand-mère limousine qui m'a transmis l'amour des châtaigniers et des marrons qu'on consommait pas seulement à Noël. Alors les marrons légumes, mais aussi les marrons glacés. Et j'avais envie de traiter de cet aspect de l'Ardèche, c'est quand même l'arbre d'or aussi, hein, au même titre que le mûrier. Mais c'est vrai que là on découvre un autre univers, là on va plus en ville, oui. On va plus en ville justement, avec ces similitudes qu'on peut avoir, mais aussi c'est différent, donc c'est bien, il y a deux univers, il n'y a pas que des situations similaires, même si on en trouve, mais il y a aussi deux univers riches individuellement, et on découvre ce métier, cet amour, une fois de plus, ce marron glacé, donc cette châtaigne qu'on fise dans le sucre avec certaines méthodes, d'un seul coup devient quelque chose avec une histoire, avec une passion que l'on transmet. Ça devient un peu mythique aussi, et lui à son tour, j'imagine très bien qu'il souhaite la transmettre, il va faire comme son père. Oui, sans obliger. Sans obliger, surtout qu'il a une fille. Oui, en plus, une femme peut faire des bonnes confiseries, il n'y a pas de Tout à fait. On aborde aussi l'agriculture dans ton roman, Pascal, un peu. Enfin, oui, mais les parents sont agriculteurs, donc et puis bon, après donc du coup je fais une suite qui se passe donc pendant la guerre, donc là le côté agriculture va remonter puisque voilà, il faut tout est réquisitionné, etc. Ça sera plus dans le second en fait. Oui, parce que c'est vrai que là le roman de Pascal est un peu la fin est un peu non pas en cul-de-sac, mais c'est vrai qu'il y a cette fermeture. Non, il y a la fermeture je précise, il y a cette fermeture par rapport à l'avenir parce qu'il y a la guerre, mais la fin du roman est ouverte. C'est une fin ouverte. Voilà, qui amène une suite. La fin du livre. Parce qu'on a notre plan. Avec nos dates. Et j'ai voulu finir sur... Ah bah, continuer. oui. Moi, je fais un tableau, un moment fini, tableau. Moi, c'était l'histoire, c'est la déclaration de guerre, donc 3 septembre. Donc, du coup, j'ai voulu finir sur une note optimiste avec une fête au moulinage le 23 septembre. Mais j'étais pas obligée de faire une suite. Voilà, je fais la suite pendant la guerre, mais c'est vrai que c'était un point de chute quand même, la déclaration de guerre par rapport à l'histoire. Voilà. Moi, j'ai ma première éditrice, Madame Janine Balland, qui m'avait dit une fois que tu as connu. Oui, bien sûr. Une grande dame, hein, qui m'avait dit une fois, mais de toute façon, on est obligé, nous les éditeurs, de donner des dates butoirs
de remise du manuscrit aux écrivains. Sinon, ils trouveraient toujours un truc pour continuer et ne le rendraient jamais. Et c'est vrai que là, en ce moment, je suis dans la dernière ligne droite pour remettre mon manuscrit pour le 30 mai. Ben là, ce matin, un petit moment de creux, j'ai écrit un prologue parce que je rajoute quelque chose. On n'a jamais fini, c'est terrible. Oui. Alors, il y a aussi la problématique, c'est que en tant qu'écrivain, on donne vie à nos personnages. On n'aime pas les quitter. Et il y a ça, et puis d'un seul coup, ils prennent des initiatives. Ah, oui, et on se retrouve, que ce soit devant son cahier ou son écran, peu importe la forme, et c'est les personnages qui nous disent « Hé, attends, j'ai envie d'aller là ». Et en tant qu'écrivain, on est là, bon, attends, je prends mon stylo et je te suis, va pas trop vite parce que tu avances plus vite que ce que moi j'écris. Le lecteur est pareil, pendant le livre, moi il me faut un temps, je lis des magazines pendant une semaine, parce que j'arrive pas à me détacher. Alors on pourrait en parler longtemps, mais est-ce que... Oui. Mais moi je voulais savoir, c'était quoi votre méthode de travail? Moi aussi, la méthode de Pas seulement au niveau de l'histoire, mais quand vous écrivez, vous mettez à une heure précise, vous vous obligez. Moi, je n'ai pas. Allez-y, Pascal. Alors moi, pour la suite, là, parce que je suis en train d'écrire la suite, j'écris chaque jour. Et c'est vrai que même si j'écris qu'une phrase, des fois je suis satisfaite. Ou même un mot, éventuellement, si j'arrive à trouver le mot juste, parce que c'est ça le souci, d'arriver à trouver le mot juste. Donc il m'arrive d'écrire donc une page ou un peu plus en ce moment, puisque j'ai le temps, voilà, c'est aussi question de temps. Ce roman-là, je l'ai commencé en 2017 et je l'ai fini en 2021. Enfin, il a paru, il a été édité en 2021, parce que je travaillais, donc c'est vrai que c'est... Alors là, on travaille quand on a le temps. Pendant les vacances, le week-end, le soir, voilà, c'est plus compliqué quand on n'a pas de temps. Oui, ben moi j'allais dire que je n'ai pas de règle dans la mesure où c'est dès que j'ai un moment. Donc je peux aussi bien écrire dans une salle d'attente, chez le médecin. Sur la table d'écrivain. Sur la table, oui. Dans un salon. Je peux écrire à une terrasse de café, maintenant que c'est rouvert. Sinon, j'écris chez moi, en étant souvent dérangée. Donc, dès que je peux, j'écris vite, un peu comme une malade, là, parce que dès qu'on a l'idée, il faut... parce que parfois, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a des jours où vous sentez que vous avez... Parce que parfois on bloque sur un chapitre, hein, on ne sait pas, on tourne en rond, on ne sait pas ce qu'on va faire. Moi je m'arrête là dans ce cas-là. Alors, vous êtes bloqué. Bon, dans ces cas-là, moi je vais marcher. Ça me fait du bien. La marche permet de se vider un peu la tête. Ou alors, Jean Kiki, il n'y a pas d'autre mot, mon mari, en lui disant mais donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu ferais, etc. Puis je vois bien qu'il ne faut pas trop s'en mêler. Là, j'ai le temps. Et puis, il y a d'autres moments où je vais être... je le sens, mon chapitre, je l'ai, je sais où je veux aller. J'ai l'impression qu'il est tout écrit dans ma tête et qu'il me faut juste, parce que moi j'écris à la main, hein, avec des feutres, sur des cahiers à spirale. Je ne sais pas écrire sur ordinateur, ça me bloque. Et à ce moment-là, je suis dérangée sans arrêt. Mais sans arrêt, à croire que c'est un sort. Non, c'est Jean-Marie qui te... Non, d'accord. Qui écrit la nuit. Alors moi j'y pense la nuit. Le soir en m'endormant, j'oriente mes pensées et j'y pense la nuit, j'y pense le matin et c'est vrai que j'y pense finalement constamment. C'est vrai que c'est mon habité, entre guillemets. On y pense très très souvent. Et voilà, j'ai été frappée par le délai, enfin le temps de 2017 à 2021. Moi j'ai un peu une règle d'or, j'essaye de m'y tenir. L'écriture d'un roman, 9 mois. Oui, mais parce que je travaillais en plus, donc on ne peut pas. Voilà. Oui, et puis en fait, le manuscrit de Pascal a toute une histoire. Et, oui. Bon, voilà, donc... et souvent, il y a beaucoup de premiers romans. Alors, c'est rien, le premier roman de Myriam Saligari, que tu connais, La Pomme d'Ève, lui a juste pris 25 ans. Donc il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'elle a commencé, elle était jeune adulte, et 25 ans plus tard, donc le problème, c'est qu'elle a fallu qu'elle revisite tous les sentiments des uns et des autres et son regard sur la vie. Donc, mais là, qu'est-ce que c'est que 5 ans face à 25 ans? Non, mais il faut avoir du temps. Voilà. Si on travaille, on ne peut pas. Alors, on ne peut pas le faire en 2 ans. Oui. Quand on a fini d'écrire, à peu près,
Oui. On passe à un correcteur, il y a une correction. On passe à l'éditeur. Non, déjà, moi, j'en suis là pour l'instant à ma 3e correction sur mon manuscrit. J'allais Oui. dire, hein, parce que j'ai un ami qui a écrit, j'ai une fille qui écrit. Oui. Alors, donc, Non, pas parce- beaucoup de correction. Alors, on n'est jamais satisfait. Donc, il faut imprimer, relire, recorriger, rajouter, nanana. Le premier jet n'est jamais bon. N'importe quel écrivain, de toute façon. Donc, il faut le savoir. Peut-être trop changer son premier Ah. C'est pas, non, on va retoucher, on peaufine. C'est-à-dire que quand on écrit à la grosse aiguille Oui. et on finit avec la toute petite fine. Et des fois, c'est juste une histoire de virgule. Oui. Oui. On va déplacer comme un curseur de respiration, ça va jusque là, et changer un mot pour l'autre parce que ces deux-là, ils sont bien. Ah, vous êtes sympas tous les deux, mais je vous trouve pas très bien ensemble. Toi, tu vas aller sur le côté. Je t'apprendrai plus tard, t'inquiète pas. Mais je vais mettre celui-là à ta place parce que. La chasse aux répétitions aussi. Et comment ça se théâtre, se met à écrire? Ah, mais c'est une passion. Là. Voilà, le deuxième, moi, c'est pas un travail. Est-ce qu'il vous autorise? Moi, j'ai écrit, j'avais 7 ans, je commençais déjà à écrire. Ah, toi aussi, on t'a obligé à écrire à l'école? Mais si, il faut. Ah ben, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Petite, j'ai envie d'écrire, je ne suis jamais autorisée. Alors moi, ce que j'ai fait pour mon premier, c'est que j'ai fait des ateliers d'écriture avec Dominique ici présent. Et c'est vrai que du coup, ça fait du bien parce qu'on ose montrer ce qu'on a fait, puisqu'on le lit en commun. Et puis Dominique donne son avis critique, éclairé. Voilà, éclairé plutôt que critique. Et donc du coup, ça fait, voilà, ça donne envie. Enfin, déjà, j'avais envie, bien sûr. Et du coup, j'ai proposé mon manuscrit à ce moment-là. Et c'est là qu'ils m'ont dit le thème est intéressant. Donc j'ai lu qu'on commence toujours par une biographie qui va à la poubelle et puis après qu'on l'écrit. Je ne sais pas si c'est Non, vrai. mais c'est vrai que souvent, les débuts sont autobiographiques. Voilà. Par contre, c'est pas... Non, moi j'ai fait. Il n'y a pas de parcours similaire, Non, ni mais. de contexte similaire. Alors moi, à la différence de Pascal, je n'ai jamais fréquenté les ateliers d'écriture. Moi, je suis vraiment partisan de l'écriture très solitaire. Moi, il faut que. Mais non, Et- ça m'a fait un déclic, quoi. Voilà. Oui, c'est plus Je vais écrire. passer de. Des personnages. Ah, est-ce qu'il y a d'autres. Attendez, il y a deux personnes. Les personnages qui sont entêtants et vous avez envie de donner une suite. Ah oui, ben là je l'ai fait depuis 2 ans. Je n'avais jamais osé écrire de suite. Tout ça c'est parce que c'est lié à mon histoire personnelle, dans la mesure où mon premier roman qui a été édité, c'était fait en 1986, oui, Les Dames du Sud, et j'avais écrit une suite. Le seul problème, c'est que c'était une maison d'édition qui avait été créée de toutes pièces, RTL Édition, et ils ont arrêté. Ils ont arrêté l'année suivante. Donc ma suite, elle est restée dans les oubliettes, elle n'a jamais été publiée et j'ai été un peu hantée et traumatisée, entre guillemets, par cette suite. Je ne voulais plus écrire de suite. Et puis après la sortie de La Maison du Cap en 2016, j'ai eu énormément de demandes pour une suite et je me suis jetée à l'eau avec l'accord de mon éditrice. Donc j'ai écrit La Maison de Charlotte qui est sortie en 2020 et là, une fois que je vais avoir terminé là, celui qui est en route, je réattaque, je vais faire une trilogie finalement avec La Maison de Violette, j'y ai pris goût. Mais c'est vrai qu'il y a certains personnages qu'on n'aime pas quitter. Ma Charlotte, je l'aime tant. Elle a 95 ans maintenant, j'ai du mal à la quitter. Je sais que je vais devoir la tuer dans le 3e tome, mais je n'aime pas. Fais-nous une centenaire, fais-nous une bonne centenaire. Peut-être. Qui traverse les siècles. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnages que vous détestez, que vous avez du mal? Ah ben dans Belle Épine, je déteste le frère cadet, mon affreux. Ah oui, Oh. c'est un salaud. Ah oui. Mais elle a le même à la Moi, maison. c'est pareil, À la voilà. maison. En À la maison. Ah, à la maison. En contremaître, bon, du coup, il est en pointillé. Il y a des fois qu'on le met à la porte. Voilà. Et puis le fils du patron aussi, qui a ce comportement de sultan, après il s'améliore. Voilà. J'ai trouvé quand même un point positif. Voilà. Mais il Il faut tombe dire- amoureux, disons. Voilà. Il faut dire aussi parfois que c'est amusant de créer des personnages
très, très horrible parce que, bon, bah, ça fait du bien, ça permet aussi... C'est la vie. Voilà, tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil, donc j'avais envie de celui-là. Bon, si on n'a que des personnages gentils, ça sera lisse le roman. Oui. Voilà. Donc c'est pas on se force pas, mais non. On sait pas ce qu'on veut faire. Parfois on en oublie aussi. Moi je raconte toujours mon pauvre Martial. C'était dans La Forge au Loup, le premier roman qui a été édité par Jeannine Balland, justement, au Presse de la Cité, qui est sorti en 2001. Alors j'étais comme d'habitude charrette. J'étais en retard, comme me l'appelle Alix. Et donc, j'avais attaqué mon dernier chapitre. Et j'avais un personnage, Martial, c'était un Limousin, toujours un petit clin d'œil à ma grand-mère. Un Limousin qui, comme souvent, ça m'était le cas dans les Ardennes, il avait été pris en tenaille lors de l'avance en août 14, et il a été caché par des Ardennais dans la forêt des Hauts-Butés. Il a passé les 4 années de guerre caché dans la forêt, nourri parce qu'il y avait des résistants déjà pendant la guerre 14-18 là-bas. Et j'étais dans mon dernier chapitre, il fallait vraiment que je rentre, j'avais relu et tout d'un coup je me dis, mais Martial, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Mais qu'est-ce que j'en fais de Martial? Et c'était la panique à bord parce que, mettons, on était le mercredi, je devais envoyer mon manuscrit, et à l'époque, c'était pas encore par internet, je devais l'envoyer sous forme papier. Le vendredi ou plus tard, j'étais coincée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, j'en porte encore le remords plus de 20 ans après. C'est que j'ai fait écraser mon pauvre Martial, qui avait quand même passé 4 ans caché, qui s'en était tiré. Le 10 novembre 1918, nous, les Ardennes, tout avait été occupé. Il y avait Guillaume II, le Kaiser, qui habitait Charleville, etc. Donc, le 10 novembre, il y a toute l'armée prussienne, allemande qui se repliait, et mon pauvre Martial a été écrasé par un camion allemand. Et j'en ai encore le remords, mais c'était la seule solution. Mais non, mais c'est pour vous donner un exemple de parfois comment on fait avec nos personnages. Expéditif. Mais je le regrette. Hein. Non, mais je te comprends totalement. C'est un peu l'histoire de la mouche qu'on essaye de sauver, qu'on fait sortir de la maison, on met un quart d'heure à la faire sortir, et hop, il y a un oiseau qui passe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations, questions? C'est le moment, profitez-en. Après, bien sûr, vous pourrez rencontrer les 2 auteurs, Françoise, donc au stand de la librairie, qui est juste là en dessous, et Pascal sur le stand d'élan Sud. Alors, je rappelle le titre de Françoise, c'est Le secret de Mélépine, et le titre de Pascal, Une robe de chambre brûlée de soie bleue. Mais, petit détail qui a son importance, Françoise de passage à Orange, d'habitude, elle dédicace à Françoisir, mais malheureusement, Françoisir n'existe plus. Donc, il y a aussi ton dernier titre qui est Le Jardin des Cyprès, qui est sorti le 12 mai, voilà. Qui se passe dans le Vaucluse. Donc, en plus, c'est une exclusivité. Et il y a aussi Les Héritières de la Salamandre, qui sont sortis en octobre 2021. Là, j'ai profité du confinement, j'ai écrit plus. Et Les Héritières de la Salamandre, petite parenthèse, elle retrace toujours avec l'histoire et la fiction. Je suis partie d'une histoire vraie, l'histoire des Banatés. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez vous. Les Banatés, ce sont des pionniers du pays messin, qui sont partis au XVIIIe siècle à l'aventure vers ce qu'on appelait le Banat, qui se trouvait grosso modo maintenant frontière Roumanie-Hongrie. Et ils étaient incités à venir s'installer là-bas par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, dans la mesure où il y avait pas si longtemps la Réforme. En Autriche, on était très catholique, donc on incitait des Français catholiques à venir s'installer, moyennant exonération d'impôts pendant 10 ans,
on leur donnait des terres, on leur donnait des chevaux, du matériel agricole, des semences, etc. Mais on ne leur disait pas que c'était des marécages, donc il a fallu qu'ils drainent, qu'ils assèchent, bref. Et mes Banatais, ils ont sur plusieurs générations prospéré. Le seul problème, c'est qu'au début du XXe siècle, découpage de l'Europe centrale suite aux traités, différents traités en 1918, 1919, 1920. Et ensuite, à la Seconde Guerre mondiale, ils ont été enrôlés de force par le Troisième Reich, obligés de porter l'uniforme nazi pour les hommes. Et lorsque l'armée rouge a libéré toute cette partie d'Europe centrale, eh bien, mes pauvres Banatais, pour la plupart, ont été envoyés au goulag, considérés comme nazis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les femmes, les enfants, les personnes âgées ont été envoyés dans des camps, jusqu'au Tyrol, jusqu'en Autriche. Et à ce moment-là, il y en a qui se sont souvenus qu'ils étaient d'ascendance française. Ils ont écrit à Robert Schuman, qui était président du Conseil, qui était du pays messin lui aussi. Ils lui ont raconté la tragédie du Banat, en lui demandant s'il pouvait être autorisé à revenir en France. Et il y a plusieurs maires qui ont accepté, dont le maire de La Roque-sur-Perne, dans le Vaucluse, tout à côté de Pernes-les-Fontaines, de Carpentras. Et mes Banatais ont reconstruit le village, qui était pratiquement déserté, ont permis qu'il y ait de nouveau une école, des classes, des enfants, etc. Et j'ai eu le bonheur, dimanche dernier à Banon, de rencontrer parmi les lecteurs et les lectrices une dame qui m'a dit « Je suis une descendante de Banatais et très fière de l'être ». Voilà. C'était un cadeau de destin, c'est bien sûr. Oui, ah oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc la force de ces romans que certains considèrent comme de la sous-littérature, ce qui est complètement stupide, en fait c'est aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, de revivre certaines... et aussi de faire un parallèle avec le présent, avec de voir dans les différentes... Parce que sans tomber dans les mêmes extrêmes, on a... Heureusement, il y a eu un certain mouvement qu'on appelle MeToo, mais bon, entre le fils du patron et le producteur de cinéma... il y en a un neuf sous le soleil, malheureusement. Voilà. Donc, vous pourrez... Alors, Pascal a aussi une suite, donc là, c'est une forme de suite de la robe de chambre, c'est... oui. Donc, on va aller après-guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Ah, pendant. La résistance en Ardèche était très active, donc il y a toute une matériaux et c'est très intéressant. Alors moi je voudrais rajouter une anecdote par rapport à mon titre. Pourquoi ce titre? Oui, donc c'est quand même bien longtemps. C'est une phrase que j'ai tirée du roman de Tolstoï, Anna Karénine, parce qu'Anna Karénine va inspirer mon ouvrière tout au long du roman par sa liberté, elle est amoureuse, la passion. Voilà, la passion, elle vit sa passion jusqu'au bout. Et donc cette phrase, ce titre, pour montrer le décalage entre ces ouvrières qui vont travailler dans le bruit, dans la chaleur, qui travaillent durement et ne portent jamais ce produit de luxe, et cette robe de chambre que l'on porte, enfin que les gens riches portent chez eux, dans la maison, et que dire donc d'une doublure qu'on ne voit même pas. Voilà, la doublure en soi, on ne la voit pas, alors que ces ouvrières se sont ensuées, dans la tour. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas faire lire les jeunes filles de ferme parce que ça leur donne des idées d'indépendance et de liberté, c'est ça? Mais dans mon roman, la contre-maîtresse ne supportait pas l'idée qu'il y ait des ouvrières qui sachent lire en 1877. Parce qu'à partir du moment où on savait lire, on pouvait réfléchir et donc on pouvait commencer à se révolter. Et ça, c'était vraiment... un point très, très important. Moi, je voulais dire aussi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique, qu'on pouvait, avec nos romans, malheureusement éclairer certaines situations actuelles. Bon, ben, dans un de mes romans qui est ici, À travers la nuit et le vent, qui parle de l'accueil de juifs allemands dans le sud de la Drôme dans les années 30, et aussi de résistance, c'est très mal connu, chez les Allemands, notamment à Berlin, résistance contre le régime. Eh bien, malheureusement, tout le monde sait, et ça se sait plus depuis quelques années, que l'armée rouge, quand elle a investi Berlin, il y a eu des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, de Berlinoises qui ont été violées par les soldats soviétiques. C'était le leitmotiv, c'était comme Frau, comme, viens là, femme.
Et malheureusement, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, là encore, la barbarie existe toujours. Et justement, en flottant entre toutes ces années, vous vous rendez compte qu'il y a le fil conducteur des émotions des femmes et des hommes qui sont les mêmes. Et moi, je me bats justement pour faire savoir, pour faire connaître certaines périodes mal connues de l'histoire. Alors, si c'est pour la Provence, par exemple, j'ai beaucoup parlé de la commune de Marseille, qui a eu lieu en mars 1871, donc 2 mois avant la commune de Paris, et qui est très méconnue. Bon, j'ai mes origines ardennaises aussi, qui font qu'il y a beaucoup toujours ma forêt de Martial, il y a beaucoup de communards, dont Jean-Baptiste Clément, c'était pas le moindre, qui se sont réfugiés dans la forêt ardennaise et qui ont vécu en autarcie de 1871 à la guerre 14. Donc moi j'aime bien faire intervenir mes communards. Et en sortant se sont fait écraser par un char. Oui, mais non, c'était pas le même. Tu mélanges tout. Alors je vous propose de continuer cette conversation en individuel devant les livres. Si... Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Et je voudrais terminer sur l'ouvrage de notre cher Alexandre Dumas. On peut violer l'histoire tant qu'on veut, à partir du moment où on lui fait de beaux enfants.